Ce soir à l'émission, mieux se parler pour mieux se comprendre, la conciliation travail-famille en milieu agricole. Parfois, les conversations peuvent être difficiles, les conflits qui arrivent sur le milieu de travail. Et la pièce La vie des autres de Passage à Saint-Jérôme. C'est une pièce de théâtre 16 ans et plus parce que c'est quand même un concept. Il faut avoir une certaine maturité pour être capable de le manifester. En entrevue, je reçois Karine Iseux-Tiperciel qui nous parle du mois de la sensibilisation au cancer du sein. Il ne faut pas qu'on banalise le cancer du sein malgré tout. Je m'entretiens également avec Étienne Lavigne à propos du projet Mouvement de passage qui porte la danse dans les milieux de soins pour personnes aînées. Ils cherchaient un projet pour les aînés, justement, pour briser l'isolement. Enfin, Laurence Bourgeois nous présente Iris en été, un spectacle jeunesse en résidence au Centre de création de Boisbriand. C'est une création de Liliane Goujon-Moisan qui s'adresse à un public d'environ 6 à 12 ans. Bienvenue à Accès local. Jeudi 23 octobre 2025, bon début de soirée. C'est Claude Desjardins en compagnie d'Héloïse Lagacé. Bonsoir Héloïse. Bonsoir Claude. Alors, la Fédération de la relève agricole du Québec annonce une nouvelle formation. Absolument, Claude. Elle s'intitule « Mieux se parler pour mieux se comprendre ». C'est un service de formation qui est financé par le Secrétariat de la condition féminine qui va s'échelonner sur 3 ans. Et ça se veut une formation pour faire valoir la conciliation famille-travail dans un milieu agricole, plus précisément chez la relève, qui s'adresse aux 18 à 40 ans. Et comment ça va s'articuler tout ça? Oui, donc c'est une formation qui a été lancée le 10 octobre dernier, qui est offerte en présentiel et bientôt aussi en ligne. J'ai pu m'adresser à Marie-Michel Patry-Gobeil, une agente de projet et de formation en ce qui a trait à la conciliation famille-travail auprès de la FRAC, dans un milieu agricole évidemment. Donc, elle a pu m'expliquer un petit peu plus ce que couvre cette formation-là. Comme dans une entreprise agricole, souvent la famille, les collègues et le milieu de travail sont tous à la même place. On travaille avec sa famille, on travaille au milieu où on réside. Donc, il n'y a pas vraiment de zone tampon pour ventiler, disons, après le travail. Là, il n'y a pas une règle de métro ou un espace où on peut prendre son temps pour ventiler. Donc, ça fait que parfois, les conversations peuvent être difficiles. Les conflits qui arrivent sur le milieu de travail peuvent envenimer les situations à la maison, vice-versa. Donc, ça va être vraiment une formation pour apprendre à mieux communiquer, quand communiquer, aussi passer ses messages, ses besoins de façon claire et de façon non violente. Et justement, cette formation-là souhaite interpeller un petit peu plus les jeunes hommes et les inclure justement dans la discussion parce que selon Mme Patry-Gobeil, souvent, les outils de conciliation ou de communication non violente sont souvent adressés aux femmes et justement, cette formation-là veut renverser cette tendance-là et pour l'instant, selon elle, il y a un grand intérêt de la part des jeunes hommes à participer à cette formation-là. Évidemment, on sait que la conciliation travail-famille touche tout le monde. Selon un sondage léger, en fait, l'équilibre entre les tâches domestiques et professionnelles et la conciliation vie personnel et professionnel, c'est un défi pour respectivement 80 et 77% des agricultrices et agriculteurs. C'est considéré comme 2 des plus grands défis après la gestion des risques des changements climatiques. Donc c'est pas rien. Par contre, on voit quand même que chez les 18 à 34 ans, ces taux-là atteignent 94 et 92% respectivement. Donc la relève agricole tout particulièrement est touchée par cet enjeu-là, mais évidemment que c'est pas les seuls. On peut écouter Mme Patry-Gobeil à ce sujet. Moi, ça m'insécurise que ça soit pas fait. Il faut que je fasse. Comment on peut faire pour que tu l'oublies pas? Comment on peut changer notre façon de travailler pour que ça arrive plus? Donc, c'est des façons de changer. S'ils peuvent ressortir avec 1 ou 2 façons de modifier, pour moi, ça va être un succès. Justement, Mme Patry-Gobeil soulignait qu'à travers ses recherches de témoignages auprès des jeunes agriculteurs, c'est vraiment la place centrale que la ferme, à travers les discussions, à travers les relations interpersonnelles, qui le plus surpris, en fait, justement, à travers toutes ces recherches. Mais comme mentionné, ça va être une formation qui va être donnée en présentiel, mais aussi en ligne dès novembre. Et les informations vont être fournies sur les réseaux sociaux de la FRAC. Merci, Héloïse. On se revoit plus tard dans l'émission. Il sera question de théâtre à portée sociale. Absolument. À plus tard, Claude.
Un groupe d'étudiantes et d'étudiants de l'Université McGill s'est donné le défi de marcher du centre-ville de Montréal jusqu'au Mont-Tremblant en 5 jours, du vendredi 24 octobre au mardi 28 octobre, dans le but d'amasser des fonds pour la Fondation québécoise du cancer. Le parcours de 142 km suivra le sentier du Petit Train du Nord, avec des arrêts prévus à Bois-des-Filions, Saint-Jérôme, Sainte-Adèle et Sainte-Agathe-des-Monts, avant d'arriver à Mont-Tremblant. Le fabricant de camions américain Packard annonce la mise à pied de 300 travailleurs affiliés au syndicat Unifor à son usine de Sainte-Thérèse. Cette usine d'assemblage de camions de classe 5, 6 et 7, principalement destinée au marché américain, subira dès le 1er novembre des frais de 25 % de droits de douane imposés par le président américain Donald Trump sur les camions de poids moyen et lourd. Conséquemment, Unifor Québec réclame une directive du gouvernement du Québec pour favoriser l'achat local de camions. Plus tôt cette semaine, Packard annonçait les débuts de la vente sur le marché canadien du camion modèle 567 de Peterbilt, assemblé à Sainte-Thérèse. Cette initiative permet l'achat de ces camions lourds ici même, sans avoir à passer par les États-Unis. Plus tôt dans la journée se tenait la première grande lecture partagée, et ce partout au Québec. La population était alors invitée à participer au soutien des jeunes qui vivent des défis d'apprentissage en célébrant le plaisir de lire. Plus de 115 000 personnes ont rejoint le mouvement dans plus de 4 500 classes et 1 300 foyers dans le but de cumuler 1 million de minutes de lecture partagées à travers le Québec. Le compteur a finalement dépassé les 3 millions de minutes dans le cadre de cette initiative de l'Institut des troubles d'apprentissage. La Fondation Cancer du sein du Québec agite ses drapeaux avec une énergie décuplée par les temps qui courent, puisque le mois d'octobre est celui de la sensibilisation au cancer du sein. Sensibiliser, soutenir, accompagner, voilà ce qui se trouve au cœur de la mission de cet organisme. J'en discute avec Karine Iseut-Hiperciel, qui est présidente directrice générale de la Fondation Cancer du sein du Québec. Bonsoir, Madame Hiperciel. Bonsoir. Bon, vous insistez beaucoup sur l'importance d'en parler, sur l'importance de la sensibilisation. Quel est l'effet recherché? Est-ce que vous trouvez qu'on n'en parle pas assez? En fait, je vous dirais, c'est plus que ce qu'on retrouve, c'est que les gens ont tendance à prendre pour acquis que c'est un cancer qui se guérit vite et bien. Et malheureusement, c'est simplement parce qu'on a eu tellement de succès à en parler pendant toutes ces années. Mais il faut pas qu'on banalise le cancer du sein malgré tout. Parce que j'aime bien rappeler aux gens, c'est quand même 1 femme sur 8 au Québec qui va avoir un diagnostic de cancer du sein dans sa vie. Ça fait 22 femmes par jour, ce qui est encore beaucoup trop. Ouais. Et là-dessus, il y en a une sur 36 qui vont en décéder. Donc ça, c'est 4 femmes par jour. Et ça, c'est chez nous au Québec. Donc, les cas sont pas en baisse. À quoi ça ressemble dans les Laurentides, ça, Madame Hiperciel? Écoutez, dans les Laurentides, là, les statistiques de 2023, parce qu'on n'a pas encore les statistiques de 24-25 dans les tableaux de bord, vous aviez 688 cas de cancer du sein dans votre région. Donc, c'est quand même pas mal. Ouais. Et en termes de dépistage, les délais d'attente dans les Laurentides et Basses-Laurentides, c'est de 7 à 8 semaines. Alors qu'on vise toujours en bas de 6 semaines dans un dépistage pour qu'il soit optimal. Les chiffres font peur, on n'est pas des robots, on est humain. Est-ce que il peut arriver que la peur de recevoir un diagnostic pourrait parfois pousser certaines femmes à détourner le regard, à ignorer certains symptômes? Est-ce que vous êtes témoin de ça? Oui, alors je vous dirais, là, si je regarde les chiffres, le taux de participation au programme de dépistage en cancer du sein au Québec, là, il est à près de 63%, excusez-moi. Okay. Ce qui est excellent, là, on est les meilleurs au pays. Ouais. Mais il y a encore une bonne proportion de femmes, quand elles reçoivent leur lait, ne vont pas passer leur mammographie par peur de la mammographie elle-même, par peur de la douleur que ça peut causer, ou parce qu'elles se disent pas à risque, donc elles n'ont pas besoin de savoir. Alors que tout ça, c'est faux. Oui, c'est pas agréable. C'est un petit 15 minutes qui est franchement
pas ce qu'il y a de plus chouette, mais si ça nous permet de dépister votre cancer du sein à un stade plus tôt, ben là, votre taux de survie est à 99-100%. Alors que quand on atteint un stade 4, votre taux de survie descend à 23%. Donc, c'est vraiment important d'y aller. La fondation que vous dirigez a récolté 6 millions de dollars l'année dernière. On parle de 72 millions depuis 30 ans. C'est très impressionnant. Et on n'a qu'à visiter votre site web pour constater que cette fondation-là est totalement investie dans la cause qu'elle défend. Je reviens là à l'un des fondements de votre mission. Comment est-ce qu'on peut prévenir le cancer du sein? Écoutez, c'est bien que vous disiez ça. Là, nous, on investit à 100% au Québec et tout ce qu'on lève est réinvesti au Québec. Prévenir le cancer du sein, c'est sûr qu'on peut pas tout prévenir. Par contre, les saines habitudes de vie, c'est extrêmement important dans la prévention d'un premier cancer ou d'une récidive. Donc, vous savez, bien dormir, bien manger, faire de l'activité physique 4 à 5 fois par semaine. Puis, je vous dis pas d'aller courir un Ironman, là, mais faire 30 minutes d'activité soutenue de façon fréquente 4 à 5 fois par semaine diminue un premier diagnostic de 21%, une récidive de 24%. Donc, c'est pas négligeable. Et l'autre chose, c'est qu'il faut être alerte aux signes et symptômes, peu importe votre âge. C'est pas parce que vous avez 35 ans que vous aurez pas un cancer du sein. Et malheureusement, vous n'êtes pas dans un programme de dépistage. Donc, vous devez reconnaître votre corps dès qu'il y a un changement qui est semi-permanent ou qui a l'air d'être bien installé puis que c'est pas normal. Appelez un professionnel de la santé. Vous avez droit à une investigation. Oui, et c'est aussi vrai pour les femmes que pour les hommes, parce que ça, c'est une donnée qu'on connaît pas beaucoup, mais il y a 1% des hommes qui sont touchés par le cancer du sein. Alors, 1% des hommes ont un cancer du sein au Québec, là. Et oui, malheureusement, c'est que souvent, les hommes pensent pas que ça peut leur arriver. Donc, eux aussi, s'il y a un changement sur la poitrine, faut agir. Oui. Ben, écoutez, en terminant, j'invite les gens à visiter votre site web, à en faire même la promotion parce que c'est vraiment une mine d'informations. Je rappelle aussi qu'on peut y faire un don à tout moment de l'année, ce qui est toujours bon pour une fondation comme la vôtre. Karine Isotte-Hyperciel, toujours un plaisir. Merci beaucoup. On s'entretient maintenant avec Laurence Bourgeois du Centre de création de Boisbriand. Bonsoir, Laurence. Bonsoir, Claude. Alors, ce mois-ci, tu viens nous parler d'un projet jeunesse en résidence au Centre de création de Boisbriand qui s'appelle Iris en été. Oui, exactement. En fait, Iris en été, c'est le tout premier spectacle en théâtre jeunesse de la saison. C'est une création de Liliane Goujon-Moisan qui s'adresse à un public d'environ 6 à 12 ans. On est dans un texte à la fois très drôle, mais plein de sensibilité aussi. Il a déjà été joué d'ailleurs auparavant, mais là, le spectacle aura un second souffle là, lors de sa représentation le dimanche 2 novembre à 10h là, au Centre de création. Alors, de quoi ça parle, Iris en été? On va suivre en fait l'histoire d'une petite fille qui se prénomme Iris et malheureusement, elle pourra pas profiter de l'été comme prévu. Elle va traverser une période un peu grise à la maison, puis ses amis vont tout faire là, pour lui redonner le goût à cette belle saison-là. Fait qu'ensemble, ils vont partir à l'aventure, essayer de trouver une nouvelle maison pour Iris, mais sur leur chemin, ils vont rencontrer toutes sortes de personnages de plus en plus colorés. Et c'est une œuvre qui va aborder avec beaucoup d'humour, je trouve, et beaucoup de douceur, des thèmes parfois plus délicats comme la dépression parentale, donc qui va être présente là en filigrane du spectacle, mais toujours d'un point de vue d'enfant. Et puis évidemment, on va parler d'amitié aussi, de solidarité, beaucoup de résilience, puis de tous les petits moments plus difficiles parfois qu'on peut traverser, même quand on est jeune. Tu sais, des fois, c'est pas parce qu'on est jeune qu'on vit pas des affaires difficiles. Des drames à la hauteur des enfants. Exactement, mais dans ce cas-ci, je pense que c'est un spectacle qui va laisser autant un baume dans le cœur des enfants que dans le cœur des parents, parce qu'il y a vraiment un beau message derrière ça, même que les gens du spectacle recevaient tellement de bons commentaires la dernière fois qu'ils l'ont présenté, qu'ils se sont fait dire, mon Dieu, quand est-ce que ça va être joué ailleurs, ce beau spectacle-là? Donc, c'est un bon indicateur là, de l'impact puis de la qualité du spectacle d'Iris en été. Oui, effectivement, ça ment pas. Et qui sont les artisans derrière ce spectacle? Bon, on est bien content parce que c'est une équipe issue entièrement de la relève, en fait. Donc, une belle équipe de jeunes autour de ce projet-là. À la mise en scène et à l'écriture, comme je disais un peu plus tôt, c'est Liliane Goujon-Moisan qui signe ça. Une jeune autrice super talentueuse. D'ailleurs, le texte d'Iris en été est présentement finaliste pour le prix Louise Lahaye, un prix qui est remis, donc qui récompense plutôt l'écriture dramatique jeune public. C'est la
plus grande récompense dans ce domaine-là. Donc, c'est quand même pas rien. Et sur scène, on retrouvera 4 interprètes qui ont tous gradué là, environ entre 2020 et 2024 de différentes écoles de théâtre de la région. Dont Lionel Groux, j'imagine. Exactement, Saint-Hyacinthe et l'UQAM, si je me trompe pas. Donc, il y a Jeanne Plourde, Camille Petit, Laurence Anaïs Belleville, ainsi que Emmanuel Frappier. Puis Emmanuel est également metteur en scène. C'est d'ailleurs lui qui était derrière le projet À cheval sur le dos des oiseaux, qui a été présenté en janvier dernier au Centre de création. Donc, on le connaît bien. Oui. Bon, le spectacle, donc, existait déjà. Là, oui. Il s'en vient en résidence dans le but d'être transformé. Oui, exactement. En fait, la résidence va vraiment marquer une étape un peu charnière dans le spectacle pour la simple et bonne raison que Iris en été a d'abord été conçu pour l'extérieur. En fait, c'est un show qui était en plein air. Il a vu le jour dans le cadre du théâtre à ciel ouvert, donc on surnomme aussi le TACO. Le TACO, c'est un programme de mentorat artistique qui est vraiment réservé aux artistes de la relève. Puis bref, grâce à ce programme-là, ils ont pu présenter le spectacle pendant 2 étés au public lavallois, mais comme je le mentionnais plus tôt, ils ont tellement eu un bon retour, un bel accueil de la part du public qu'ils ont décidé de l'adapter en fait à une salle intérieure, question de pouvoir partir en tournée avec le spectacle par la suite puis de faire plusieurs théâtres. Donc au centre de création, c'est ce qu'ils vont venir faire. Ils vont travailler l'éclairage, la lumière, ils vont pouvoir adapter le décor aussi et ajuster la mise en scène, là, question d'avoir un spectacle un peu plus intime, d'aller chercher beaucoup de subtilité avec ça. Parce que c'est pas une surprise si je vous dis qu'il y a parfois plusieurs défis, plusieurs enjeux à jouer en extérieur. Ouais. Souvent, on va jouer plus gros. Exact. Ils vont miser sur des gestes plus grands, ils vont y aller avec une énergie plus directe, mais il y a beaucoup de subtilités qui vont parfois être éclipsées ou mises de côté. Mais en salle, ils peuvent vraiment là y aller avec les nuances, avec la douceur du texte, exploiter les silences. Donc, avec ça, là, ils vont pouvoir présenter le spectacle dans des conditions d'écoute beaucoup plus optimales pour le jeune public. Alors, c'est vraiment ça là, que la résidence vient faire. Donc, ça va leur permettre de peaufiner cette adaptation-là du spectacle Iris en été. Alors, et c'est présenté le 2 novembre. On va voir ça, puis après ça, on va voter. Exactement. C'est ce que j'allais dire la journée des élections. On va voir un beau spectacle culturel, puis on fait notre devoir de citoyen par la suite. Tout est bien qui finit bien. Laurence Bourgeois, merci. Merci beaucoup à toi. Le Festival des arts de Saint-Sauveur annonce le retour du projet de médiation culturelle Mouvement de passage, une initiative qui permet à la danse d'aller à la rencontre de personnes aînées en perte d'autonomie, malades ou en fin de vie. J'en discute avec Étienne Lavigne, directeur général du Festival des arts de Saint-Sauveur. Monsieur Lavigne, bonsoir. Bonsoir. Écoutez, bon, c'est un très beau projet et j'ai envie, pour commencer, de vous laisser nous le présenter, nous dire qu'est-ce que c'est ça, Mouvement de passage et pourquoi ça existe. Mouvement de passage, c'est un projet qui a été commencé à Montréal par Ariane Boulet, un très beau projet qu'elle fait depuis 10 ans. Puis je dois donner honneur à la MRC des Pays d'en Haut puis leur administration. Ils cherchaient un projet pour les aînés, justement, pour briser l'isolement qui se passait beaucoup. C'était autour du début de la pandémie, tout ça. Et puis, ils ont parlé au Festival des arts de Saint-Sauveur pour essayer qu'on développe nous-mêmes un projet culturel, mais qui va à la rencontre des gens, comme vous dites, en fin de vie ou en perte d'autonomie. Donc, on a développé avec Ariane Boulet une version laurentienne de tout ça. Ce que c'est vraiment, c'est une rencontre artistique. C'est une rencontre humaine, mais à travers les arts, à travers la danse et la musique. C'est 3 de nos artistes. On a plein d'artistes qui le font, mais par visite, il y a 3 artistes qui viennent dans un CHSLD ou une maison des aînés. Vraiment des gens en perte d'autonomie. Et puis, ils viennent les rencontrer. C'est une surprise. Finalement, les résidents et les infirmiers ne sont pas informés. Les gens de l'administration sont informés, évidemment, mais les résidents puis les infirmiers ne le sont pas. Puis c'est une rencontre artistique. C'est des musiciens, des danseurs qui viennent tranquillement à la rencontre des gens, qui rencontrent les gens où ils veulent physiquement et où est-ce qu'ils sont finalement. Et puis ça a l'avantage de l'ignorance. Donc nos artistes ne savent pas si ces gens-là n'ont pas parlé depuis longtemps, n'ont pas bougé depuis longtemps. Puis ils peuvent tout simplement rencontrer un autre être humain. Puis
le faire bouger, le faire danser doucement. Donc, on parle d'un exercice déambulatoire, hein, au cours duquel ces artistes-là, danseurs, musiciens, arpentent les couloirs d'un CHSLD ou d'une maison des aînés. À un moment donné, on les laisse entrer dans une chambre où ils entrent d'eux-mêmes dans une chambre. Qu'est-ce qui se passe à partir de ce moment-là, concrètement? Ben, c'est des moments vraiment touchants. La plupart des gens souvent sont au lit, ne bougent pas beaucoup, des fois sont assis. Puis la musique les entraîne, change un peu l'ambiance de leur chambre. Puis une danseuse, un danseur entre et tranquillement commence à bouger. Puis souvent on voit les résidents sans un mot, c'est vraiment du non-verbal. Les résidents commencent eux aussi à réagir en tant qu'humains. Quelqu'un bouge, quelqu'un danse avec nous. On veut avoir ce contact-là. Donc, dépendant, on voit souvent seulement des mouvements de main, mais il y a souvent des danses qui se passent avec des gens, tout simplement les mains qui commencent à faire ça avec la danseuse, le danseur. Et puis, c'est des gens qui, des fois, n'ont pas bougé depuis très longtemps. Les infirmiers sont toujours très, très touchés de voir ça parce que souvent, c'est des gens qui ne bougent plus. Il y en a qui essayent de se lever parce qu'ils veulent danser. Puis, les artistes restent avec eux pendant un certain temps. Des fois, ça requiert un peu plus de temps. Des fois, on le sent tout de suite que les gens sont satisfaits ou sont reposés avec ça. Puis on entend souvent les lendemains, les infirmiers, là, on a souvent des témoignages là, du changement d'attitude, du changement physique après qu'il y a eu cette rencontre artistique-là. On le sait, la musique, la danse, c'est en nous. Puis quand on est en fin de vie, ça sort encore plus. Alors, c'est vraiment des moments très touchants pour les artistes, pour les résidents, pour les interprètes. Sur le plan humain, effectivement, c'est formidable. Sur le plan strictement artistique, M. Lavigne, qu'est-ce que ça apporte aux interprètes, aux danseurs, danseuses, aux musiciens? Ben, c'est sûr que pour eux, c'est incroyable. On parle souvent des artistes comme le paiement des artistes, c'est les applaudissements, c'est la chaleur du public, c'est le retour de ce qu'on donne. Mais quand on le fait à une personne puis qu'on voit le résultat immédiat, puis que c'est une personne quand même dans une situation difficile dans le parcours de la vie. Donc pour un artiste, c'est tellement on leur parle après, on a souvent des sessions après pour en jaser parce que c'est quand même très difficile émotionnellement, c'est quand même quelque chose de très intense comme expérience. Fait qu'il y a souvent des périodes de on va jaser qu'est-ce qui s'est passé aujourd'hui, puis on sent vraiment l'effet que ça a sur les artistes autant que sur les résidents. Donc, ça peut être formateur et même transformateur pour les artistes. Écoutez, le temps file. On va être obligé de se laisser là-dessus, mais je rappelle que le mouvement de passage est repris dans les Laurentides à partir de novembre. Vous allez visiter 4 lieux différents, dont le CHSLD de Saint-Jérôme et la Maison des aînés de Prévost. Écoutez, Étienne Lavigne, merci beaucoup de nous avoir parlé de ce très beau projet. Merci à vous. On est de retour avec Héloïse Lagacé. Le théâtre Parmi nous était de passage à la salle Anthony Lessard de Saint-Jérôme mardi dernier. C'était pour présenter une pièce intitulée « La vie des autres ». Absolument, Claude. Donc, le théâtre Parmi nous, qui est une coopérative de théâtre de création de tournée qui se veut socialement engagée, donc qui s'adresse à toute la population pour l'informer sur les grands enjeux sociaux contemporains qui concernent évidemment toute la population. Elle présentait son œuvre dans le cadre d'une soirée axée sur la bienveillance qui était organisée par le collectif 0-25 ans avec l'aide financière du réseau des éclaireurs en santé psychologique du Centre intégré de santé et de services sociaux des Laurentides. On peut écouter un reportage à ce sujet. On a voulu mettre en avant des organismes qui vont aider la population à pouvoir manifester la bienveillance, que ce soit en faisant du bénévolat au Café Fougère, par exemple, ou on a aussi MAVN, qui est Mesures Alternatives Vallée du Nord, qui, eux, font de la médiation entre voisins. Donc, c'est une autre façon d'être bienveillant, c'est d'ouvrir la porte à la communication quand il y a un conflit, par exemple, dans le voisinage. C'est une pièce de théâtre 16 ans et plus parce que c'est quand même un concept. Il faut avoir une certaine maturité pour être capable de le manifester. Donc, c'est sûr que les familles avec les jeunes enfants sont probablement restés à la maison. Puis, il y a sûrement des gens qui ont manifesté leur bienveillance en gardant les enfants pour les parents. Mais, en fait, ce qu'on voulait, c'est que les vieux ados et les adultes puissent être sensibilisés pour pouvoir, après ça, influencer la société puis donner au suivant
pour ensuite donner au suivant, pour ensuite donner au suivant, comme faire une petite boule de neige. Le collectif 0-25 ans, en fait, nous, on regroupe les organismes jeunesse et famille sur le territoire de la MRC de Rivière-du-Nord et du Nord de Mirabel. Notre but, en fait, c'est qu'ils apprennent à se connaître parce que souvent, ils travaillent chacun de leur côté avec leur réalité, avec les citoyens qu'ils rencontrent et tout, mais ils connaissent pas les autres organismes qui peuvent venir en aide aux familles qui sont déjà en lien ou aux jeunes avec lesquels ils sont déjà en lien. Fait que le but, c'est qu'ils se connaissent entre eux, qu'ils apprennent à se référer, les familles, les jeunes, pour leur mieux-être, évidemment, et finalement créer des projets concertés, des actions collectives, qu'on peut dire. Comme ce soir, c'est plusieurs organismes qui se sont mis ensemble dans un comité qui s'appelle Participation citoyenne, qui ont organisé la belle soirée. Le réseau des éclaireurs, en fait, nous, on s'est dit que pour le mieux-être de la communauté, ça serait important que la communauté se prenne en charge d'une certaine façon. Donc, le but, c'est que les citoyens puissent être formés pour pouvoir détecter la détresse psychologique dans la communauté. Donc, les éclaireurs, eux, ils forment les citoyens qui sont intéressés, autant les jeunes que les adultes. Donc, vraiment, tout le monde peut être un éclaireur. Puis, ça fait en sorte que quand on détecte la détresse psychologique, on peut ensuite les référer au bon endroit pour que la personne ait de l'aide, que la personne en détresse ne reste pas seule. Briser l'isolement, quoi. Avec les kiosques, les gens vont apprendre à connaître qu'il y a des lieux où ils peuvent s'impliquer. Parce que souvent, on est comme... Il me semble que j'aimerais ça donner, mais je sais pas où, je sais pas comment. Donc, ils vont déjà être en contact avec des organismes. Ils vont connaître qu'il y a des organismes aussi qui viennent en aide aux personnes. Et ils vont connaître le collectif 0-25 ans qui va leur permettre aussi de trouver des ressources d'aide quand ils en ont besoin, autant pour eux que pour leur entourage, hein, parce qu'on est là aussi pour prendre soin des autres. Et d'une autre façon, avec la pièce de théâtre, ils vont être sensibilisés au fait que souvent, on se dit, chacun vit chez soi, moi je me mêle pas des affaires des autres, mais des fois il y a une plus-value à se mêler des choses des autres et c'est ça qu'on va être sensibilisé ce soir. Le but c'est pas de déranger, le but c'est de s'entraider. En fait, le collectif avait participé à un appel de projet qui était en fait un financement qu'ils ont obtenu là, suite à un appel de projet et leur projet parlait de bienveillance collective. C'est une des valeurs fortes de notre réseau d'éclaireurs. Donc, qui vise justement à renforcer le tissu social, la solidarité entre les citoyens. La thématique de la pièce aborde ces sujets-là. Donc, de porter un regard sur les gens qui nous entourent, de façon justement à repérer des gens qui vont moins bien, leur offrir faire le petit pas de plus dans le fond pour offrir de façon bienveillante un petit coup de main, une certaine vigie par rapport à leur état. Donc, c'est un peu le rôle, pas un peu, beaucoup le rôle d'un éclaireur en santé psychologique. Dans le dépliant, justement, on parle du réseau d'éclaireurs. On les invite à aller voir notre site web, à aller éventuellement s'inscrire pour devenir éclaireur. Donc, un éclaireur, c'est quelqu'un qui a déjà en lui cette croyance-là, cette posture-là d'être bienveillant en lien avec les gens de son entourage. Ça peut être dans le milieu de travail, ça peut être dans son implication citoyenne comme bénévole, ça peut être un membre dans son entreprise. Donc, ces éclaireurs-là forment cette toile-là, ce tissu social-là qui est si important à nos yeux. La vie des autres, ça raconte l'histoire c'est une histoire de bienveillance. Comment, dans le quartier, les liens peuvent se tisser pour que chacun ait une responsabilité sur le bon voisinage. C'est toujours le fun de faire partie de quelque chose qui fait comme avancer, puis qui crée des valeurs dans la société. Fait que c'est toujours le fun de s'inscrire dans des démarches comme celle-là. Moi, ça me touche tout le temps. C'est une des raisons pour laquelle j'aime travailler pour le Théâtre parmi nous. C'est parce que on traite de sujets qui me tiennent à cœur puis qui représentent mes valeurs à moi. Fait que ça fait toujours plaisir de faire ça. Dans cette pièce-là, justement, il y avait des trucs que moi, je connaissais pas puis que j'ai même appliqué moi-même dans ma propre vie, là, même si, tu sais, il y a un public cible qui est peut-être pas nécessairement pour moi, mais comme on le dit avec l'infirmière dans notre pièce, justement, ben il y a des choses que moi, j'ai pu appliquer, justement. C'est une pièce qui, on en sort avec un sourire. Fait que c'est du bien, c'est de la bienveillance, hein? Donc, c'est ça. Je pense que... les gens sont toujours contents souvent, ils disent, on a appris des affaires. Ah ouais, ça nous fait réfléchir quand même. Fait que, tu sais, oui, on les prend un peu par l'humour, nécessairement, mais ça les fait réfléchir. Fait qu'ils sont contents d'avoir ces réflexions-là à faire. Dans la salle, on les entend, tu sais, on entend les réactions des gens, on sent quand il y a quelque chose qui est venu plus les toucher, en fait. Puis juste d'entendre ça, nous, comme comédiens,
comédien sur scène, bien, on sent qu'il y a quelque chose qui s'est passé puis que le message a réussi à passer aussi. Tu sais. Merci Héloïse, à bientôt. À bientôt, Claude. Ben voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Merci beaucoup d'avoir été là. L'émission Perspective suit à l'instant. Je vous rappelle que vous pouvez consulter l'ensemble de la programmation sur notre site web et regarder toutes nos émissions sur notre chaîne YouTube. Au nom de toute l'équipe, je vous souhaite une excellente soirée à notre antenne et une très belle fin de semaine.